Bonjour Jean-Luc, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'était important pour nous de recueillir votre témoignage. Vous étiez donc journaliste de presse écrite. Voilà. Le phénomène que subit notre patrimoine aujourd'hui n'est pas en Mayenne un cas isolé. Je crois que ça, ça touche l'ensemble du territoire. Est-ce que vous pourriez, en deux mots, déjà vous présenter et après peut-être nous expliquer pourquoi aujourd'hui vous avez accepté de venir témoigner? Moi, je m'appelle Jean-Luc Gagneux. Effectivement, j'ai fait toute ma carrière de journaliste dans la presse écrite régionale et j'ai pris ma retraite au 1er janvier dernier. Alors, j'ai d'abord travaillé dans le Maine-et-Loire pour le Courrier de l'Ouest, ensuite essentiellement au Mans, dans la Sarthe, pour un autre quotidien qui s'appelle Le Maine Libre. Alors, j'étais pas, comme journaliste, j'étais pas forcément spécialiste du patrimoine, mais ça m'est arrivé de m'y intéresser et d'approcher les questions patrimoniales. En particulier, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une série qui a été publiée dans le Maine Libre sur les châteaux de la Sarthe et du Maine et sur la façon dont les propriétaires de châteaux vivaient au XXIe siècle, comment ils se débrouillaient, etc. J'ai fait également avec un collègue, nous avons coécrit un livre sur l'abbaye de Solesmes et en particulier les hôtes illustres qui ont fréquenté l'abbaye. On s'est d'abord passé en article dans le Maine Libre, ensuite quelques années après ça a été publié en livre. Il y a un autre dossier qui m'a tenu beaucoup à cœur, c'est pareil, il y a une bonne quinzaine d'années. J'avais fait un article sur le président d'une association, de l'association pour la refondation, la reconstruction des Tuileries à Paris. Oui, Bon, très bien. ça n'a pas. Alors, c'était un projet pharaonique de 400 millions d'euros, entièrement privé, puisque le but c'était de réunir des fonds privés. Il n'y avait pas eu un sou de l'État, mais pour des raisons que je que j'ignore ou en tout cas qui m'échappent, le projet ne s'est pas fait. Le projet ne s'est pas fait. Bah, souvent comme ça. Alors là, nous sommes devant l'église de Houzet, qui était menacée elle aussi de déconstruction. La mairie a pris la décision de rénover le clocher. Pour le reste de l'édifice, donc une belle église 19e, c'est toujours en discussion. Est-ce que dans votre carrière de journaliste, vous avez déjà observé ce genre de phénomène? Est-ce qu'il y a eu une accélération de l'abandon du patrimoine ou est-ce que c'est un phénomène beaucoup plus récent? Si vous voulez, Pierre, on peut placer ça dans un panorama historique euh, et, euh, et dire que finalement la défense du patrimoine, c'est relativement récent. Relativement récent. Beaucoup se rappellent peut-être d'une émission, l'émission de Pierre Delgarde, Chefs-d'œuvre en péril, qui a débuté en 1962 et qui s'est poursuivi jusqu'en 1992. Et c'était l'époque où évidemment des personnes comme ça avaient l'appui du ministère de la Culture, puisque à l'époque c'était André Malraux. Donc qui voulait que le plus grand nombre de Français aient accès aux grands monuments. Bon. Mais avant 62, on avait peine à imaginer qu'un lavoir ou un vieux moulin ou une petite chapelle, c'était vraiment du patrimoine. On pensait que le patrimoine, c'était la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Chartres, le château de Versailles, le château de Chambord. Bon, grâce à Pierre de la Garde, entre autres, il n'y a pas eu que lui. Hein. On a eu une autre vision. Voilà, on a considéré que le petit, hein, entre guillemets, petit patrimoine faisait aussi partie de notre patrimoine. Alors, plus particulièrement sur les églises, parce qu'aujourd'hui en Mayenne, on a recensé 17 églises qui étaient potentiellement en danger. Il y en a 5000 sur le territoire français d'après un rapport récent du Sénat. Euh, Est-ce qu'il y en avait autant d'après votre expérience? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse les Français ou pas?
Je pense que ça intéresse les Français. Preuve en est le succès du loto du patrimoine, lancé Avec Stéphane Bern. animé par Stéphane Bern. Ça a beaucoup de succès. Et je dirais que ça reprend un petit peu c'est un petit peu sur les mêmes bases que le concours chef-d'œuvre en péril, où vous aviez un monument que les personnes choisissaient. Là, c'est pareil, hein. Là, évidemment, on ne peut pas tout restaurer, mais c'est déjà un gros effort. Mais historiquement, si vous voulez, Pierre, j'ai fait des petites recherches. Et juste après la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, pardonnez-moi, c'est pas précis, je regarde mes notes. Je vous en prie. Alors, la France comptait environ 45 000 églises en 1905. Et seulement 909 étaient classées. Seulement 909. Sur les 45 000. Exactement. Donc, très peu finalement. Très peu. Selon les principes de l'architecte Viollet-le-Duc, le grand architecte qui a fait énormément de restaurations dans la deuxième moitié du XIXe siècle, seuls étaient dignes d'être classés les édifices constituant des types, entre guillemets, architecturaux, c'est-à-dire les spécimens les plus anciens et les plus stylistiquement purs dans une série historique. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'édifices qui étaient négligés parce qu'ils n'étaient ils rentraient pas dans ce classement-là. Alors qu'aujourd'hui, on peut peut-être considérer que c'est un petit peu différent, surtout dans la ruralité, quand l'église au milieu du village constitue un élément patrimonial essentiel pour le village. Alors tout le monde n'avait pas la vision de Viollet-le-Duc, et je voulais vous parler de la figure de l'écrivain et député Maurice Barrès au début du XXe siècle, qui lui avait une vision bien différente. Il considérait, de 1910 à 1914, après il y a eu la guerre, donc les Français ont pensé à autre chose, qui est normal. Qu'au patrimoine. Lui, Maurice Barrès, il pensait que sur la terre de France, il n'y avait pas deux églises rurales qui soient en tout point pareilles. Alors ça, c'est une vision à lui. Alors, il disait église romane, église gothique, église de la Renaissance, église de style baroque, toutes portent un témoignage magnifique, le plus abondant des témoignages en faveur du génie français. Voilà ce magnifique. Et ça me paraît extrêmement bien résumé l'esprit du patrimoine. Alors, j'avais une question aussi sur le phénomène politique, parce que c'est vrai qu'on s'empare d'un sujet comme le patrimoine, nos adversaires politiques vont crier la récupération, parce qu'on va partir on va partir d'un fait divers et puis on va en faire une campagne militante politique. C'est vrai qu'on nous oppose souvent le fait d'être politisé et que c'est le rôle des associations. Comment vous trouvez-vous l'action des associations de sauvegarde du patrimoine? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte, si vous voulez, de vouloir s'afficher dans le contexte actuel sur une restauration d'église ou autre? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop étouffés, pas assez subventionnés? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai relevé une autre citation de Maurice Barrès qui peut peut-être répondre à... Alors, quelque part dans la même enquête qui s'appelait, en fait, ça a été publié sous le nom « La grande pitié des églises de France » entre 1910 et 1914. Alors lui, il dit nous les avons reçus de nos aïeux, c'est-à-dire en l'occurrence les chapelles, mais on peut dire ça de tout. Nous devons les transmettre à nos fils. Nous n'avons pas à nous laisser étourdir par ceux qui les déclarent inutiles. C'est ça. Donc l'action politique s'inscrit en fait... est tout à fait légitime. Bien sûr. Tout à fait légitime. Et je dirais même que ce qui manque avant tout, c'est une volonté politique. Et quand il n'y a pas de volonté politique, il y a la conservation de rien du tout, y compris du patrimoine.
Merci Jean Gagneux. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin? Oui, alors après ce grand bond en arrière, il y a un rapport sénatorial, revenons à maintenant, il y a un rapport sénatorial sur l'état du patrimoine religieux en France. Et là, il montre, alors l'un des deux sénateurs est membre du Parti communiste. Comme quoi? Mais il a un discours tout à fait. Lui, il dit que le patrimoine, ça ne doit pas être une charge, ça doit être un investissement. Donc, vous voyez, ça peut transcender aussi les barrières politiques. Et ce rapport est quand même très inquiétant parce qu'il montre qu'il y a entre 2500, d'ailleurs, vous dites, entre 2500 et 5000 églises pourraient disparaître d'ici à 2030 si aucun plan de sauvetage n'est lancé. Alors, le mot de la fin, surtout œuvrons tous ensemble pour qu'il y ait des plans de sauvetage. Oui, ça restera pas en fait. La municipalité ne pourra pas couvrir l'entretien de tout ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, Pierre.